Elle a construit un empire autour de la vente et elle accompagne les femmes à vendre davantage. Peu importe comment, dans cet épisode, on va parler de son empire, de ce qu'elle crée au quotidien, mais également, tu vas y retrouver énormément de conseils, de pratiques, de choses à mettre en place pour que toi, tu puisses vendre également davantage. Vendre, c'est potentiellement ce qui t'a permis d'arriver à 10-15 000 euros. Mais aujourd'hui, vendre de la bonne manière, c'est ce qui te permettra de scaler ton entreprise. Cet épisode est fait pour toi si tu as envie de comprendre comment elle a créé cet empire-là et également comment est-ce que tu peux vendre davantage sans vendre ton âme. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. On a ce nouvel épisode avec toi, Katia. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation à cet épisode. Je suis ravie de te compter parmi nous Katia Delamotte, consultante et formatrice en vente et en négociation. Et évidemment, on va en parler. En tout cas, merci beaucoup de ma venue ici, Margot. Je suis enchantée de discuter avec toi, d'autant plus que j'adore ce genre de format, donc avec grand plaisir. Ouais, je suis très contente. Je suis sûre qu'on va apporter énormément de valeur aux personnes qui nous écoutent, aux auditrices. Et je sais qu'il y aura quelques auditeurs qui passent par là, qui vont repartir avec énormément de valeur, énormément de réflexion. Aujourd'hui, bien évidemment, on va quand même avoir un petit focus sur ta spécialité, vente, négociation. Mais on rentre un petit peu dans le vif du sujet, puisque j'aimerais bien que tu me parles de tes objectifs. Vers quoi tu as envie d'aller avec ton entreprise aujourd'hui, toi? Alors aujourd'hui, mes objectifs avant tout, c'est de transformer un maximum de personnes. Et quand je parle de transformation, c'est on remarque, et ça, toi qui es dans l'entrepreneuriat, je pense que tu l'as remarqué aussi, qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas de notion réelle de vente. Et donc, ils n'ont de vision de la vente que, on va dire, cette brutale manière de faire que certains enseignent. Et donc, moi, déjà, mon objectif, au-delà d'être financier, c'est un objectif de réconcilier un maximum de monde sur la compétence de vente et de négociation. Parce qu'on vend et on négocie tous les jours, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et Mhm. moi, voilà, si je peux, on va dire, transmettre ma passion, parce qu'on parle vraiment de passion, de la vente, j'aurais déjà accompli une très grande mission. Donc, mon seul objectif, c'est d'avoir toujours plus de personnes autour de moi pour avoir le plus d'impact possible, en fait. Ouais, et je sais que tu as 2 casquettes. Tu as une casquette où du coup tu accompagnes des personnes à apprendre à vendre, donc comme on l'a dit avant l'enregistrement, il y en a qui viennent, qui sont vraiment là pour ensuite vendre et créer quelque chose, par rapport à ça. Il y en a qui viennent même pour d'autres besoins, pas forcément pour vendre après, c'est assez intéressant. Mais tu as aussi une casquette où du coup tu apportes, des closeuses, pour d'autres entrepreneurs. Est-ce que c'est le cas? Oui, exactement, c'est Mmh. exactement ça. Comme je forme, au sein de mes sessions, il y a des entrepreneurs et des closers. Mmh. Et du coup, oui, je forme un certain nombre de closers à chaque fois que je place dans des écosystèmes qui ont, on va dire, cette même vision de la vente que moi, à savoir, on va dire, pas, des barbus de Dubaï, voilà, c'est-à-dire vraiment la vente la plus éthique possible. Mmh. Parce que moi, je reste persuadée qu'à partir du moment où, on sait répondre à un besoin et que ce besoin est existant et qu'on arrive, finalement à mettre l'emphase dessus durant Mmh. un entretien de vente, bah, en fait, la vente, elle est totalement naturelle et nul besoin de la forcer. Donc oui, je suis tellement contente à chaque fois de placer, des personnes qui m'ont fait confiance parce que du coup, bah, j'ai, ce double objectif de changer la manière de vendre de l'entrepreneur qui va le prendre dans ses équipes et également, la vie de cette personne, qui du coup se rend compte qu'à travers la vente, elle peut faire beaucoup de choses et bah, quelque part ça change sa vie, complètement aussi, quoi. Ouais, complètement. J'aime bien cette double casquette et je pense que c'est assez intéressant pour les femmes qui nous écoutent, qui du coup, elles ont déjà atteint un certain niveau, elles sont à peu près, elles ont déjà en tout cas passé le palier des 100 000 sur l'année et du coup, il y a un peu cette idée de multiplier, avec, une compétence et une passion que tu as, multiplier les possibilités, de générer davantage, d'apporter davantage. Parce qu'en fait, quand on génère de l'argent de manière éthique, c'est qu'on apporte davantage de valeur. Donc tu apportes davantage de valeur chez l'entrepreneur, tu apportes davantage de valeur chez la personne qui va se devenir closer. Et je trouve que c'est un mindset intéressant d'aller chercher dans la ressource que j'ai déjà aujourd'hui, comment est-ce que je peux maximiser l'impact, la valeur, le revenu que je peux avoir. Comment est-ce que ça t'est venu du coup cette idée-là? Est-ce que tu le savais dès le départ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit?
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en plus j'ai, initié il y a à peine, 1 mois, un gros changement dans ma communication. Parce OK. que, quelque part avant, même s'ils étaient dans la même académie, j'avais une manière de communiquer, on va dire différente pour les entrepreneurs que, pour les closers et au final aujourd'hui, j'ai choisi, d'aller sur, uniquement la compétence, à savoir, je communique sur la compétence de vente qui amène justement cette compétence de leadership parce que beaucoup de personnes, viennent aussi pour, augmenter, leur capacité de leadership et c'est comme la négociation, c'est demain, je vais pas faire une formation de négociation pour l'immobilier et puis après, pour, ceux qui veulent reprendre les entreprises. Ça n'a pas de sens, c'est les mêmes leviers. Moi, j'ai été formée par, des négociateurs de guerre et du GIGN et je n'ai jamais eu, on va dire, pour intention de mettre une cagoule. Donc du coup, en fait, on se rend compte que ce genre de compétences, c'est des compétences complètement transversales. On ne le sait pas assez, mais les outils sont exactement les mêmes en négociation, par exemple, que l'on soit face à un preneur d'otages ou que l'on soit dans une négociation extrêmement sous pression avec plusieurs dizaines de millions en jeu. C'est exactement les mêmes leviers, aller chercher l'intérêt commun, la créativité. Donc aujourd'hui, j'aborde mon business sous l'angle uniquement de la compétence, puisque cette compétence, elle est complètement transversale. Complètement et tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est continuellement, présent dans nos vies. En revanche, je pense que c'est encore plus présent quand on est entrepreneur, quand on a, du coup cette audience à laquelle on parle qui génère continuellement, qui veulent générer davantage. C'est-à-dire que ces personnes qui veulent passer un palier, hein, donc ça veut dire vendre davantage, hein, générer davantage, c'est lié quoi qu'il arrive avec la vente. Hem Moi, j'aimerais comprendre comment est-ce que tu peux, aller plus rapidement sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses qu'il y a des moyens pour aller plus rapidement et générer davantage grâce à la vente? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont autour de la vente aussi, où tu sais que toi seul, peut-être que c'est pas uniquement ce qu'il faut, qu'il y a vraiment un écosystème ou un système, complet? Comment est-ce que tu gères toi dans ton business à toi? Alors, si la question c'est, de quelle manière finalement la vente peut, te faire aller plus vite dans un business, Mmh. heu, moi déjà j'ai fait le constat d'une chose et je pense que, tu as dû déjà le remarquer, également Margot, c'est que la problématique, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne se forment pas à la vente en première intention. Alors que comme tu viens de le dire, tout entrepreneur vend. J'ai coutume d'ailleurs de dire que si tu vends pas, c'est que tu pas une entreprise, mais tu as un hobby, quoi. Ouais. Donc et ça, c'est vraiment dommage parce que, pour tous ceux qui nous écoutent, déjà, si tu as l'intention à un moment de lancer un business, forme-toi sur la vente. Pourquoi? Parce que la vente, c'est pas uniquement la transaction, commerciale telle qu'on l'entend, mais elle Mmh. va changer ton prisme sur plein d'aspects de ton business. Parce que moi, par exemple, j'enseigne la vente sous le prisme de la psychologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, les personnes qui sortent, les entrepreneuses, j'ai même des entrepreneuses qui font plus de 100 cas, qui viennent apprendre à vendre parce qu'elles sentent bien qu'il y a des choses qui leur échappent. Et elles finissent finalement par même changer leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent que finalement, elles vendent, même quand elles font des posts où elles parlent de ce qu'elles font. Et quand je dis vendre, c'est tout simplement d'aller encore plus toucher le besoin de la personne qui est en face, de lui faire plus prendre conscience des bénéfices, même j'ai envie de dire des bénéfices, parce que Mmh. les bénéfices des bénéfices, quand tu t'es formé sur la vente, clairement, c'est d'avoir plus confiance en toi. Si tu as plus confiance en toi, ça veut dire que tu vas prendre des décisions plus rapidement. Et si tu prends des décisions plus rapidement, ça veut dire que tu vas réussir à saisir des opportunités là où d'autres réfléchissent de trop. Donc, pour moi, la vente, c'est vraiment la compétence qu'il faut apprendre en première intention. Parce que même elle jouera sur l'image de toi, parce que du coup, tu as une plus grande confiance en toi. Donc, par exemple, ne serait-ce que, tu vois, je connais des gens qui se forment sur l'image de soi, comment se mettre en avant, etc. Je pense que si on a commencé par la vente, on a un panel qui nous montre tellement nos possibilités, parce qu'on a touché à l'essentiel, c'est-à-dire à la psychologie, quelque part, ça rayonne dans toutes les sphères de ton business. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, mais alors tu as répondu à la première partie. Moi, j'adorerais avoir eu la deuxième partie de la question qui était: toi, dans ton business, sur quoi est-ce que tu t'appuies pour générer davantage? alors moi, pour générer davantage, clairement, je fais, de l'attraction. Moi, j'ai beaucoup d'organique. Mmh. C'est, seulement nouvellement que je fais de la publicité, mais jusqu'à présent, tout mon business était sur l'organique.
je suis quelqu'un qui délivre énormément. Il faut faire attention entre délivrer du gratuit parce que, on entend souvent, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mhm. Je mettrais une nuance là-dessus, c'est que sur les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir montrer notre expertise. Ça veut dire que montrer notre expertise, ça veut pas dire tout donner gratuitement. Ça veut dire finalement inciter les personnes à vouloir aller voir plus loin que ce qu'on vient de lui donner parce que tu as créé une prise de conscience. Donc moi, en fait, sur les réseaux sociaux, pour générer plus par rapport à mon business, je vais sur des sujets qui habituellement ne sont pas traités par les coachs en vente. Ce qui fait que bah, les personnes se disent: ah ouais, d'accord. En fait, elle va pas m'apporter que des solutions sur la vente. À ses côtés, je vais grandir sur plein d'axes. Et puis, je pense que plus on donne, plus quelque part le business nous le rend. Donc moi, vraiment, mon pôle d'attractivité, d'attraction, celui qui me génère le plus de chiffres, c'est vraiment l'organique. Tout simplement parce que, bah, j'ai choisi un angle qui est de générer constamment des prises de conscience à chaque fois que j'ouvre, la bouche sur les stories, si je puis dire, Ouais. ou, que, je fais, des podcasts ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que très souvent, il y a aussi cette notion de c'est bon, si je sais vendre, je vais pouvoir faire grossir mon business. Mais ce que tu viens de dire, c'est que oui, savoir vendre, c'est bien, mais savoir utiliser ce que tu ferais avec quelqu'un que tu as en face de toi pour lui vendre quelque chose, pour le montrer à différentes personnes, en fait, ça crée Exactement. aussi davantage d'acquisition, ça crée aussi davantage de, comme tu l'as dit, d'attraction et d'avoir envie de venir vers toi, d'en savoir plus. Et donc, c'est un peu se servir de ce qui se passe. Donc, en effet, ceux qui nous écoutent, ils vendent déjà. Donc, quand vous vendez déjà, prenez les informations de ce qui se passe quand vous êtes en train de vendre, de ce que la personne vous dit quand vous êtes en train de vendre, parce qu'en fait, derrière, ça va être utile sur, si on le met en département, sur la partie plus marketing, de comment est-ce que je vais marketer cette problématique et cette prise de conscience derrière. Exactement et tu vois, j'ai des exemples précis parce que dans mon académie, il y a pas uniquement des personnes qui viennent du monde du digital, et j'ai en tête une personne, qui, est conseiller en gestion de patrimoine et qui est venue justement pour mieux apprendre à vendre parce que quand elle prenait la parole sur les réseaux sociaux, c'était toujours autour de, bah, l'argent, autour des rendements et quand elle faisait des entretiens de vente, c'était, majoritairement sur, bah, combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu veux placer? Et quel est, le retour sur investissement que tu veux avoir? Et on se rend compte en fait que ça va pas toucher au cœur de la problématique de la personne. Quand quelqu'un, veut faire de l'argent, veut placer son argent, c'est qu'il poursuit un but et tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ce but-là, et ben, la vente, elle est beaucoup moins fluide et on ne touche pas la personne en plein cœur. Et du coup, quelque part, je lui ai dit: «Mais tu vois, par exemple, tu m'as parlé de certaines de tes clientes qui ont 40 ans, qui ont divorcé et qui, du coup, se sont retrouvées, dans des difficultés financières. Elles se sont rendues compte que finalement, elles avaient jusqu'à présent laissé, on va dire, les rênes de la finance à leur mari et qu'à 40 ans, elles se rendent compte à quel point ça a pénalisé leur vie. C'est ça dont tu dois parler sur les réseaux sociaux, par exemple, bien plus que les rendements, l'argent». Parce que tu vas créer des prises de conscience et c'est ça la puissance de la vente quand tu comprends la psychologie qui est derrière, t'attires naturellement et je me souviens qu'elle m'avait dit: «Katia, j'ai fait un post sur, la problématique en cas de divorce». Elle m'a dit: «J'ai jamais généré autant de leads» et pourtant elle n'a pas parlé ni de rendement, ni, non, elle a parlé d'une problématique qui est finalement, d'être, sous l'emprise financière de quelqu'un et qu'il est, temps de s'en rendre compte et de, bah, quelque part, prendre la main sur ses finances, tu vois? Et ça, c'est pareil, tu peux le décliner dans toutes les autres types de business. Ouais, et ça dans ce dont tu parles là, c'est aussi aller voir ce qui touche dans d'autres domaines. Exactement. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup dans la vente. C'est que dans la et c'est aussi pour ça que c'est un peu partout, tout le temps et que c'est tant une compétence que tu as au quotidien. Parce que techniquement, les outils qu'on va utiliser en vente, tu peux aussi les utiliser pour essayer de convaincre quelqu'un, sur un point qui est important pour toi ou un point qui est important pour ta famille. Donc c'est continuellement ici et présent et j'aime parce que ça touche aussi beaucoup de domaines. Et tu vas pas juste dire, «Je vais lui vendre ce stylo». Tu sais, on connaît le truc de: «Vends-moi Oui, ce oui, stylo». non, mais tout à fait En et fait, d'ailleurs, tiens, c'est je pas que t'arrête ça. là-dessus sur le stylo, c'est super Ouais. intéressant. J'ai fait l'exercice avec, comme ça en off, quand on avait enlevé les caméras avec l'académie et en fait, tout l il y a les j'ai vraiment vu que les personnes que j'accompagnais avaient un mindset maintenant complètement différente parce que la première question qu'elles ont posée, c'est: «Mais est-ce que tu écris?»
Au lieu de me vanter, tout ce qui est autour de ce stylo, comment il marche, qu'on peut lui mettre la tête à l'envers, que l'encre il est toujours là et cetera, pose-toi juste la question: «Est-ce que la personne écrit?» Parce que si toute sa vie, en fait, elle utilise l'ordinateur, elle n'a aucun besoin de ton stylo. Donc ça ne sert à rien de lui faire quelque part l'article, comme si je puis dire, Mmh. Mmh. alors qu'elle n'en a pas besoin. Et c'est vrai qu'on a tendance à partir du b.a-ba, du Ouais. besoin premier. Et oui, la vente, une fois que tu as compris ça, tu l'as dans toutes les sphères de ta vie. Je me souviens quelque chose qui m'avait vraiment interloquée, on m'avait fait coacher, les hauts cadres, femmes de la BNP Paribas, Mmh. pour aller mieux négocier leur salaire. Et quelque part, tu te dis: «OK, c'est des hauts cadres, elles sont dans la finance, donc a priori, bah, elles ont quand même une épaisseur sur le sujet». Et au final, pas du tout. Mmh. Au final, oui, évidemment qu'elle maîtrise les chiffres, mais au niveau de la confiance en elle, au niveau de trouver quelque part, les arguments, savoir se vendre. Parce que savoir se vendre, c'est pas uniquement parler de soi, c'est parler de ce qu'on apporte à l'autre. Mmh. Et parce que, quelque part, il faut que l'autre, il trouve un intérêt, ne serait-ce qu'à t'écouter. Et tu feras déjà toute la différence à partir du moment où tu vas lui parler de lui et pas uniquement de toi. Et la vente, en fait, c'est aussi parler des autres, parce que, bah, quelque part, à partir du moment où tu arrives dans une conversation à avoir un échange fluide, où il y a un intérêt commun que la conversation se passe, bah, quelque part, oui, tu peux faire ça dans toutes les sphères de ta vie. Même pour toutes les mamans qui ont des adolescents, je sais qu'il y a des personnes, quand elles sortent de l'académie de vente, elles me disent: «Katia, c'est un truc de fou, la relation à mes enfants a complètement changé». Donc Mmh. oui, c'est valable dans toutes les sphères, bien sûr. Dans toutes les sphères et dans toutes les sphères de ton business aussi. Parce que, quand tu commences à vendre, tu commences à regarder les chiffres également. Quand tu commences à vendre, tu commences à te questionner aussi sur le message que tu partages. Exactement. Et c'est pour ça, j'adore avoir ton retour. On dit souvent, qu'il faut pas déléguer la vente en premier. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis à 100 là-dessus. À quel Pourquoi? moment? À quel moment faut le déléguer? Pourquoi en fait, Vas-y, pourquoi d'abord et après à quel pourquoi moment? déjà? Parce que quelque part, tu ne peux pas, être sûr que ton business, il est sur les bonnes rails, si tu n'as pas tes clients, plusieurs fois, en one-one, lors de ventes pour, on va dire, bah, essayer, on va dire les aspects de ton offre. Mettre un tiers au milieu, en l'occurrence un closer par exemple ou un commercial, alors que toi-même, tu n'as pas encore été, on va dire, toucher tes clients, dans le vrai pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Est-ce que finalement je suis face à la bonne cible? Tout ça, on ne peut pas le faire si on délègue immédiatement sa vente. Et en plus, on délègue aussi sa posture parce que quelque part, quand tu as des commerciaux dans, ton entreprise, comment veux-tu leur donner, une ligne directrice si toi-même, tu ne sais pas, finalement l'épaisseur de tes prospects? Donc, pour moi, à chaque fois que les personnes, je les vois, ils sont en train de lancer un business et ils se posent déjà la question de déléguer. Déjà, la première question que je leur pose, c'est: «Qu'est-ce que tu es en train de fuir?» Ouais, Parce que tu es dans une fuite. Parce que bien sûr. logiquement, si tu es à l'aise, que tu vraiment tu es dans l'amour de tes clients, parce que c'est vraiment, je suis pas dans le monde des bisounours, mais je pense que quand on aime accompagner, ben, on aime ses clients. Bah, quelque part, pourquoi tu veux te couper d'eux dans un premier Mmh. temps? Et en te coupant d'eux, qu'est-ce que tu fuis chez toi? Et Ton qu'est-ce qui manque de fait? confiance, ta clarté, peut-être aussi, ta certitude? Mmh. Et donc du coup, en le déléguant, bah, ça va poser souci parce que cette clarté, cette certitude, tu vas devoir le transmettre à tes commerciaux. Et quand ils vont te parler des problématiques qu'ils rencontrent avec tes clients, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire? Parce que tu seras que sur du théorique, parce que tu n'auras jamais pratiqué la vente dans ton business. Donc la vente, on en revient, la vente, c'est quelque chose de très humain. Je pense Exactement, que, comme tu disais, ceux qui font les trucs très techniques, tu suis un script et tu en sors pas, je pense que tu perds cette notion de, c'est humain, c'est fluide, c'est 2 personnes exactement. qui se parlent. Tu sais, ça il y a un autre truc, au-delà de faut pas, déléguer tout de suite et après je veux bien savoir quand est-ce qu'il faut Oui, déléguer. j'allais y venir, ouais.
L'autre point, c'est, on dit souvent, sur la vente aussi, qu'il faut laisser davantage le prospect parler que toi. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ou pas? Ah bien, à 100 moi, enfin, toute ma formation, elle est sur la psychologie. La psychologie, elle est axée sur l'autre. Ça signifie tout simplement que, au moins pendant les 20 premières minutes d'un call de vente, tu ne parles même pas de ton offre. Mmh. L'offre n'a pas sa place durant les premières 20 minutes d'un call de vente. Pourquoi? Parce que déjà la première chose que tu dois, regarder, c'est quelle est l'urgence de la situation de la personne, en face de toi. Parce que Mmh. l'urgence est un des leviers de la vente. Donc s'il n'y a aucune urgence, bah, il vaut mieux le savoir en tout début de call parce que quelque part, ça sera une objection qui va se retrouver à la fin. Et il faut que tu comprennes quelque part ses besoins, ses problématiques, ses obstacles. Qu'est-ce qu'elle a fait, dans son business avant toi? Qu'est-ce qu'elle a essayé de mettre en place? De quelle manière, du coup, tu vas pouvoir l'aider? Et tout ça va t'aider en fin, on va dire d'entretien, à parler Mmh. beaucoup mieux de ton offre, parce que ton offre, tu vas la mettre en corrélation avec tout ce qu'elle t'aura dit en début d'entretien. Donc l'écoute active, c'est un peu comme dans la négociation. On parle souvent que c'est 70 côté prospect, 30 du côté du négociateur, Mmh. parce qu'en fait, il doit aller capter l'invisible et l'invisible, il peut pas être capté à partir du moment où tu parles Non. et il faut être complètement 100 sur la personne qui est en face de toi et pour ça, il y a des techniques. Pour ça, il y a des techniques pour faire le vide, déjà dans ta propre tête. Parce que si tu es en train de te parler, dans ta tête en mode, à réfléchir à qu'est-ce que tu vas répondre à ce qu'elle est en train de te dire, tu es déjà plus dans l'écoute active. Donc c'est ça Mmh. aussi cette posture de neutralité en vente et oui, bien évidemment que tu dois surtout pas monopoliser, la parole. C'est pour ça que les bons tchatcheurs, ce ne sont pas des vendeurs, ce sont des bons tchatcheurs, ce qui n'a rien à voir et pour reprendre à ta question Oui. préalable qui était: «Quand est-ce qu'on délègue?» Ben, en fait, on délègue quand on a compris qui était vraiment notre cible, parce qu'on a vendu un certain nombre de fois, qu'on a du coup compris, qu'est-ce qu'elle venait chercher chez nous et quels étaient, nos pouvoirs de transformation, pour, justement l'aider dans ce qu'elle recherche et parce qu'à un moment, bah, quand un business grandit, bah, tu as plus de clients et quand tu as plus de clients, tu ne peux pas passer ton temps à vendre parce que quelque part, c'est peut-être pas du tout ton cœur de métier. Si ton cœur de métier, c'est, par exemple, travailler la confiance en soi, l'empowerment ou bah, c'est pas vendre. Donc c'est à ce moment-là que tu peux déléguer parce que tu sais comment se passe un entretien de vente. Tu sais, qui c'est que tu as en face de toi en termes de clients. Donc ça veut dire que tu sais mettre des vrais KPI pour tes équipes et qu'à un moment, bah, ton temps, tu as envie de le passer dans ta zone de génie et non pas que dans la vente et c'est à partir de ce moment-là que tu peux déléguer parce que tu connais, tu pilotes, tu peux donner de vrais objectifs à tes commerciaux, tu peux être Mmh. crédible et tu peux du coup être dans ton leadership. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tu délègues. OK, merveilleux. J'aimerais qu'on parle de toi maintenant parce que dans tout ce que tu m'as partagé, j'entends qu'il y a plein de points, de leadership, de, prendre le lead, et j'imagine que c'est ce que tu fais dans ton entreprise évidemment, et du coup, je veux un peu creuser là-dessus parce que je sais à quel point l'expérience aussi des personnes que j'interviewe, apporte énormément à l'audience. Im Essaye de revenir en arrière quand tu es à ces 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Quels ont été les plus gros blocages pour toi? Pour du coup passer des différents paliers, différents niveaux? Je sais qu'il y a quand même des paliers à passer, il y a quand même des blocages qui nous arrivent à certains moments. Quels ont été les plus grands pour toi? Alors moi, mon blocage principal, c'était la technique. Alors peut-être que c'est pas, ce que tu as envie que je Si, c'est réponde, parfait, mais mais si! en tout cas, moi, ça a pas été, le leadership ou un problème de confiance en moi, tu vois? C'était vraiment dans la technique. Ce que j'entends par la technique, c'est que, comme je te disais, j'avais beaucoup d'organique et mon business était principalement sur l'organique et à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je veux quand même aller chercher plus de chiffres» et plus de chiffres, ça veut dire avoir, des leviers, ça veut dire utiliser la pub, ça veut dire, faire, des webinaires, par exemple et ça requiert, des du savoir que j'avais pas, à savoir, tout, ce qui est déjà, les outils. Je pense qu'on n'en Mmh parle mh. pas assez de la technique qui est derrière, tout ce qui est, tunnel de vente, toutes les automatisations Oui, et rien que c'est là où je les me médias sociaux. exactement, exactement et c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je m'entoure, et il faut que je m'entoure surtout d'un point capital, c'est-à-dire de gens qui me ressemblent». Et je pense que Mmh. c'est ça qui est le plus compliqué au départ, c'est de trouver l'équipe qui va t'accompagner, qui a les mêmes valeurs que toi, pour ne pas scaler à tout prix.
et pour, continuer, on va dire, à garder l'ADN de ta boîte. Moi, l'ADN de ma boîte, c'est vraiment l'humain est au centre. C'est ce qui fait, ma manière de voir la vente et ce qui me différencie de beaucoup sur le marché, c'est vraiment cet aspect, psychologie de l'achat. Comprendre profondément un être humain pour comprendre quand est-ce qu'il prend une décision et pour comprendre pourquoi il ne la prend pas. Mmh. Et moi vraiment, pour dépasser justement ce cap des 100 000, ça a vraiment été de me dire: «Bah, OK, maintenant il faut que je m'entoure de personnes qui vont m'accompagner dans tous les automatisations, dans tout l'aspect technique, dans toutes les pubs, sur les webinaires et cetera», et j'ai la chance d'avoir rencontré, ces personnes-là Et et comment tu les as rencontrées du coup? Où est-ce que tu es allée les chercher? Est-ce qu'elles sont venues te voir? Est-ce qu'elles étaient déjà là, mais tu les voyais pas? alors elles étaient déjà là parce qu'elles m'avaient déjà accompagnée sur un autre sujet, OK. tout au départ quand on avait, été présentées, et en fait, elles m'ont été présentées, ces personnes, par une personne qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui est connue pour avoir, une humanité extrêmement développée, et Mmh. donc quelque part, c'était elle travaillait avec ces personnes-là, et quand on voit, les business de certaines personnes, on sait à quel point ce sont des gens qui sont éthiques, donc évidemment par ricochet, une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais vu travailler quelqu'un d'éthique avec quelqu'un qui ne l'était pas. Parce qu'à un moment ça casse. Ça dure pas. Mmh, c'est ce que j'allais Exactement. dire. Ça peut être un début, mais ça durera pas. Exactement. Donc du coup, ben, en fait, les voyant travailler, je me suis dit: «C'est ce type de personne que je veux à mes côtés», et donc j'ai parlé avec la personne, évidemment en question, qui m'a dit: «Mais vas-y Katia, les yeux fermés», parce qu'elles ont, changé, ces personnes-là ont changé, vraiment son business, quoi. Regarder autour de soi et aller chercher des endroits où il y a les mêmes valeurs que toi et savoir avec Exactement, qui ils travaillent. OK. exactement, exactement, et finalement, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai fait beaucoup de présentiel à un moment. J'en fais moins maintenant, mais j'ai fait beaucoup de présentiel, et c'est là où, bah, quelque part, tu rencontres les personnes en vrai, et c'est là où tu vois, les dissonances ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux comme elles sont dans la vraie vie, et il y a des personnes qui, sont dans la vraie vie d'une manière complètement différente de ce qu'elles montrent sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple. Alors je nomme pas la personne, mais, il y a des personnes qui montrent un très gros caractère de leadership sur les réseaux sociaux, de femmes puissantes, et quand tu les vois en présentiel, c'est des femmes effacées. Je l'ai vraiment vu ça, Mmh. et je me suis dit: «Waouh!» En fait, cette dissonance, moi, je la trouve très dangereuse, parce que quelque part, tu embarques des gens dans des programmes et tu peux pas, quelque part, les embarquer sous de fausses promesses que toi-même tu as du mal à tenir quand tu es plus Mmh. derrière une caméra, tu vois? Donc et c'est là où du coup, ben, moi je me suis beaucoup rapprochée des personnes qui n'avaient pas de dissonance entre ce que je voyais d'elles sur les réseaux sociaux et comment elles étaient dans la vraie vie, et c'est là où Mmh. tu tisses des liens qui sont des liens très forts, et quand c'est des liens très forts, ben, j'ai envie de dire, on se partage, les bonnes personnes avec qui travailler, on se donne les bonnes adresses. C'est un peu comme dans Mmh. tout, ce qu'on fait déjà dans l'amitié en fait, finalement. Complètement, exactement, c'est les mêmes leviers après. Et dans ce que tu dis, sur les personnes qui ont cette dissonance-là, ça rajoute encore plus, le point où c'est tellement important d'avoir ce genre de contenu, d'avoir, t ton ton académie et cetera, pour justement que les personnes s'autorisent de plus en plus de choses au-delà de simplement, la caméra. Exactement, Et il y a toute cette notion aussi de, je le répète très souvent, sur mes réseaux sociaux, depuis le changement vers, Empire Minded, c'est la notion de être Empire Minded, c'est pas juste le montrer, c'est ce que tu fais quand personne regarde aussi. Et exactement, c'est pas que, de le shout out, de le, crier. C'est exactement. vraiment qui tu es au fond, qui tu es quand personne te regarde, qui tu es quand ça va pas trop, qui tu es quand tu as des doutes, et c'est là où tu peux vraiment être empire minded et donc vraiment en profondeur devenir, Exactement, cette version de toi qui est en toi, hein, elle est là, hein, mais c'est l'alimenter au-delà des caméras. Pour moi, c'est surtout le niveau d'après, en fait, et du mais coup, carrément, à ce moment-là, tu as cette insécurité avant. C'est que tu as une exactement. certaine insécurité et c'est plus facile avec les caméras, et en fait, l'insécurité revient à partir du moment où il y en a plus. Donc ça montre à quel point c'est génial ce qu'on fait et à quel point c'est important de continuer. Et tu me fais penser à quelque chose, par rapport à ce que tu viens de dire Mmh mh. exactement. Je vois des personnes qui me demandent: «Katia, tu as une certaine posture, comment on peut avoir cette posture-là? Est-ce que tu peux me donner des tips?» Et les gens pensent
que je vais leur donner des tips du mode mets tes épaules en arrière, lève le menton, commence à marcher. Mais il y a des formations, le pire comme ça. Mais le pire, c'est que ça ne sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que oui, bah, tu vas apprendre à marcher, tu vas apprendre à te tenir, mais dès qu'il va y Oui, avoir une problématique dans ton business, dès que tu vas avoir une objection qui touche un point qui n'est pas réglé chez toi, ton corps, il va lâcher tout ce qui est de l'ordre du superficiel parce que les fondations ne sont pas solides. Quelqu'un qu'on exact. voit avec un gros leadership, c'est que ses fondations sont solides. Donc, les tips que je donne, c'est travaille tes fondations. Regarde avec courage ce que tu dois travailler chez toi. Regarde justement tes phases d'ombre qui, bah, quelque part, ne demandent qu'à être travaillées. Regarde où c'est Mhm. qu'elles ont pris racine. Travaille sur cette racine parce que la racine ne te définit pas. Et c'est là, petit à petit, quand tu vas quelque part déterrer ce que beaucoup enterrent, bah, que tu vas pouvoir montrer à quel point tu es quelqu'un sur qui on peut s'appuyer et quelqu'un qui est en plein dans sa position de leadership. C'est ce que j'allais dire et ces programmes sont intéressants, mais c'est des premières étapes. C'est-à-dire qu'elles vont t'autoriser, en te mettant, menton levé et épaules en arrière, elles vont t'autoriser à prendre un peu plus de place. Sauf que du Exactement. coup, c'est temporaire. Si tu continues pas le travail, ça va retomber. C'est un peu comme le soufflet. C'est-à-dire que c'est Et c'est intéressant parce que ça l'intérieur va qui rayonne, hein. t'autoriser. C'est Exact, toujours l'intérieur qui rayonne sur l'extérieur. exact. D'où le Donc besoin de travailler en intérieur et pour en revenir à la notion de vente, je trouve que quand tu commences à travailler sur la vente, quand tu commences à te mettre face à des personnes qui, entre guillemets, «savent» que tu veux leur vendre quelque chose, et du coup, il y a un peu cette appréhension quand même, qui peut arriver. Quand tu te mets dans cette situation-là, quand tu sais que tu peux te tromper au début, parce que quand tu vends au début, et j'imagine que c'est le cas aussi pour tes clients et c'est mon cas encore bien aujourd'hui, sûr, tu te évidemment. trompes, tu te dis: «Ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça» et il y a tous ces moments-là où tu as parlé de courage tout à l'heure et je pense que c'est un point très important pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je sais que c'est déjà des personnes courageuses et pour moi, c'est un trait à garder. On n'est pas Bien courageux sûr. pendant un certain temps pour monter. C'est qu'à chaque palier, en fait, ça va te redemander du courage sur d'autres choses parce qu'il y aura des choses que tu auras eues, il y aura des fondations peut-être qui seront plus solides, justement sur lesquelles tu es en train de créer ton empire. Mais euh, il y a également plein de choses sur lesquelles tu vas continuer d'apprendre, continuer de devoir être courageuse, continuer de devoir être débutante. Tu l'as dit sur la technique, toi, par exemple. Tu étais débutante Oui, sur la technique, mais tu étais exactement. parfaitement bonne sur le reste. Et sur ta zone de génie qui était là et qui, je pense, est un peu naturelle au fond sur certains points parce que c'est une passion, donc ça veut dire que c'est déjà ancré. Mais après, ça veut pas dire que tu continues pas d'apprendre sur la partie de vente et de négociation. J'imagine que si tu es passionné, c'est quelque chose sur lequel tu continues d'apprendre. Exactement, mais oui, tu dis quelque chose de très puissant parce que, le courage finalement, on est confronté à ça dans toutes les sphères de notre vie et quel que soit notre niveau. Et Mhm. ça, il y a un point que je voudrais, développer pour les auditrices. Moi, j'ai, eu une grosse carrière, j'ai fait partie de comités de direction et comités de direction internationaux. J'ai eu une grosse carrière en négociation, donc j'ai généré vraiment énormément de millions et pour autant, quand j'ai fait mon premier webinaire, bah, j'avais peur. Mhm. Parce que ça venait me chercher sur un format que je ne connaissais pas. Moi, je suis très dans l'humain et pour ceux qui ont déjà fait des webinaires sur Webinar Jam, bah, en fait, il y a pas d'humain en face de toi. Tu es juste avec ta caméra et certains qui donnent, on va dire, un certain nombre de commentaires sur les côtés. Donc du coup, tu sais pas qui regarder parce qu'il y a personne à regarder. Ça coupe le lien, finalement, en tout cas momentanément. Moi, ça m'a coupé, le lien humain parce que j'étais toute seule et c'est venu me Mhm. chercher. Et c'est venu me chercher même si j'ai fait des trucs de dingue par le passé. Donc en fait, c'est pas un problème, pour les femmes qui nous écoutent, c'est pas un problème que ça vienne vous chercher et j'ai même envie de dire que quand ça contracte, ça signifie juste qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Quand ça contracte, ça signifie qu'on vient de sortir de sa zone de confort et c'est seulement en sortant de sa zone de confort qu'on apprend de toute façon. On n'apprend pas à Complètement. l'intérieur de notre zone de confort. Non, et quand ça contracte, ça veut dire que ça s'expand derrière. Si ça se contracte ici et que tu es OK avec le fait que ça se contracte et que tu es courageuse et que tu veux continuer d'apprendre, de progresser, sachant que j'avoue, je sais plus si j'ai déjà dit dans un épisode, mais progresser, c'est propre à l'humain, hein. On est fait pour progresser normalement. Puisqu'on est Exactement. fait pour grandir, on est fait quand on est petit, on se met à marcher, on se met à parler, enfin, on est fait pour progresser. Et au bout d'un moment, à l'âge adulte, on s'enferme sur le je veux absolument 100% de la sécurité, alors même que quand on regarde un petit peu plus loin et quand on prend du recul, très souvent on a la sécurité.
Et donc on peut se Bien sûr, permettre de bien sortir de cette sûr, zone de confort-là. Donc exactement. on est fait pour ça, je pense que c'est important de le rappeler. Je veux Mais je rebondir pense aussi vas-y. pardon, je pense aussi que, plus tu connais de choses et moins tu as la sensation, de tout savoir. Ouais. Donc ça veut dire que, en fait, plus on apprend, exactement ce que tu viens de dire, plus on progresse et finalement plus on sait qu'on sait pas tout. Alors que, quand C'est un on a la biais sensation d'être cognitif ça, abruti hein. C'est un biais exactement. cognitif, je crois que c'est Dunning-Kruger, je suis plus sûre, mais c'est un biais cognitif très très connu qui dit que au début, tu commences à apprendre des choses, tu as l'impression de tout connaître et tu es trop fort. Sauf qu'à partir du moment où tu continues d'apprendre, tu te rends compte de l'immensité, sur Exactement, ce sujet et du coup, tu commences à te dire: «Bah, en fait, non, je connais pas assez, j'ai encore tellement de choses à apprendre et donc c'est vaste et donc en fait, je suis pas tant experte c'est que ça». ça. Donc je pense que c'est intéressant à garder en tête ça, de se rendre compte que des fois, on a l'impression qu'on est au top et que c'est bon. Peut-être que certaines dans les auditeurs vont l'entendre et vont se le dire: «Ah, c'est génial, j'ai atteint les 100 000, c'est incroyable, ça va être fluide maintenant». C'est pas vrai. Ça va Non, continuer de te c'est challenger, il va continuer d'y avoir des exactement choses spécifiques et puis à parfois tu peux challenger, à apprendre. reculer aussi. Oui, Mais exactement. et il faut l'accepter parce que, les périodes de contraction, parfois on peut, reculer. Typiquement, moi, quand Exact. j'ai lâché ma carrière, bah, j'ai Mmh. reculé, c'est Pareil. une certitude. En rentrant dans l'entrepreneuriat, j'ai reculé. J'ai accepté de moins gagner, j'ai accepté de prendre un risque phénoménal en tant que maman solo, avec mes 2 enfants, mais quelque part, moi, c'est ce que je dis à mes élèves, je reste intimement je sais pas toi comment tu deals avec cette phrase-là, mais pour moi, il y a aucun succès qui s'est construit dans le confort. Rien de grand ne peut se construire sans être challengé, sans prendre de risques et souvent d'ailleurs, on va dire, là où tu arrives est souvent proportionnel au risque que tu as pris dans ta vie. En tout cas ça, j'en reste persuadée. Pour l'avoir Ouais. vécu, j'en reste persuadée. Non, je suis alignée avec toi. Je pense qu'il y a besoin de sortir de sa zone de confort et de sortir enfin, et de se mettre face à des risques. Le point, par contre, que je vois beaucoup, et davantage chez les femmes que chez les hommes, c'est la notion d'aller s'épuiser, d'aller trop loin. Ouais. Et pour moi, ça, beaucoup de gens pensent qu'il faut s'épuiser pour aller chercher le succès. Et pour moi, j'en suis pas d'accord. Par contre, je Non, suis moi je suis complètement pas alignée d'accord avec la avec toi. notion de zone de confort. Si tu restes dedans, malheureusement, tu n'auras pas le succès que tu veux, puisque tu vas accepter des choses qui ne sont pas dans les standards de la version de toi qui est censée réussir. Et les risques, évidemment, et c'est le propre de la vie dans ce monde. C'est-à-dire que rien qu'un arbre qui se crée, c'est le risque d'une petite graine qui roule et qui tombe et qui donc tout est fait dans ce qui grandit, dans ce qui s'expand. Tout part d'un petit risque ou d'un moyen risque ou d'un plus grand risque. Après, je pense que ça dépend bien évidemment d'un domaine, de l'industrie. Tu as peut-être pris plus de risques que quelqu'un d'autre qui avait justement une carrière moins importante. Mais quoi qu'il arrive, il y a un risque quand même derrière. Donc, je suis alignée sur ça. Exactement et surtout qu'on peut construire, on parle pas assez de ce concept-là, je trouve. On peut construire notre zone de confort dans l'inconfort. Mm. C'est possible. C'est juste, de se dire: «OK, c'est quoi les deux trois points qui sont en tête de liste, par rapport à ce qui est essentiel pour moi?» bah, je vais quand même les maintenir dans, mon inconfort. Donc c'est de créer cette petite bulle. Mm. Oui, on est dans l'inconfort, mais on a quand même construit un minimum de confort à l'intérieur. Exact. Et donc du coup, notre cerveau va se dire: «OK, c'est inconfortable, mais néanmoins, il y a quelques piliers, qui sont indispensables pour moi, qui sont toujours là, donc c'est OK, on avance quand même» et ça, je pense que c'est pas assez mis en avant et C'est c'est vrai. parfaitement possible. C'est vrai. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, d'être courageux, et cetera. Mais je pense que quand ça devient aussi un peu un entraînement ou même une habitude, je pense que ton cerveau ne fait pas face au courage et à la sortie de zone de confort de la même manière. Et donc Exactement. quand tu parles de créer un confort dans la zone enfin, dans sortir de sa zone de confort, pour moi, je vois ça aussi un petit peu comme le créer comme une habitude, ça devient de toute façon plus C'est fluide. un muscle, en Parce que fait, ton hein. cerveau attend exactement, exactement. J'ai Exactement. une petite question. On a parlé tout à l'heure que ça peut aussi retomber. J'adorerais savoir, quand est-ce que tu as fait, le plus gros ou un très gros mois, et qu'ensuite, malheureusement, après, ça s'est un petit peu calmé? Bah, en fait, déjà, moi, c'est le propre de mon académie parce que comme je fonctionne pour l'instant par Lancement? cohorte. Mmh. Donc ça veut dire que, bah, j'ai des très gros mois, quand j'ai des mois de lancement et les mois qui suivent sont du coup plus bas. En fait, quelque part, c'est un peu mathématique et c'est vrai que, de temps en temps, par exemple, là, je suis en plein dedans à me dire: «Il faut que je repasse
à minima sur tous les mois que, j'ai eu, l'année dernière et je pense qu'au lieu d'avoir peur, en tout cas je l'ai pris, dans l'autre sens, c'est d'une manière assez froide. Je me suis dit: «OK, j'ai besoin de combien de chiffre d'affaires? À partir de combien de chiffre d'affaires je suis OK? Et ce chiffre d'affaires-là, comment je vais aller le chercher?» Parce que quelque part se dire: «Mince, je vais p là je vois bien que je suis pas en train de faire, le chiffre qu'il faut». Je pense qu'à un moment, il faut sortir de cet aspect émotionnel et de se dire: «OK, on se parle de combien? On se parle de combien?» Et du coup, ce combien finalement, c'est combien de clients? Et du coup, ces clientes-là qui me manquent, c'est de quelle manière je vais aller les chercher? Qu'est-ce que je vais faire de différent ce mois-ci pour aller chercher des clientes en dehors, de ce que j'ai l'habitude de faire? Donc déjà, c'est être OK avec le fait que, le chiffre d'affaires, il est pas linéaire. Tu sais, moi, parfois, je prends encore, moi, des clients enfin, des prospects en closing, Mmh. ça m'arrive encore et quand j'ai des questions qui sont, trop basées sur la sécurité, en mode, «Oui, mais est-ce que je suis sûre de, gagner la même chose que quand j'étais Mmh. salariée?» ou en fait, moi, je m'arrête et je dis: «Écoute, à un moment, toutes tes questions me questionnent sur le fait: as-tu vraiment, l'envie d'être, un entrepreneur?» Parce que le propre d'un entrepreneur et ça rejoint ta première question, c'est d'avoir des mois fluctuants. Donc moi, tu me demandes une sécurité alors que quelque part, moi-même, je ne sais pas si tous les mois, je vais réussir à faire tel chiffre d'affaires. Je sais que je vais faire tout pour, mais il y a des aléas de la vie et les aléas de la vie font que, l'entrepreneuriat finalement suit les règles de la vie, contrairement aux salariés où, pour moi, c'est figé et bon, on sait le minimum que l'on va gagner, mais par contre, malheureusement, on sait aussi le maximum et on accepte de vivre avec ça, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je mets en place dans ma société, quand je vois que ça contracte sur un mois. Mmh. Et justement, pour en revenir un petit peu à ces, chiffres-là, est-ce que tu veux nous partager quelques chiffres? Je pense que c'est intéressant quand on parle de vente et de négociation. Est-ce que tu veux nous partager un peu quelques chiffres, quelques KPIs, sur ton entreprise, soit maintenant, soit justement dans les moments difficiles où tu as senti qu'il y avait il y avait des justement, peut-être des chiffres qui n'allaient pas, où tu t'es rendu compte qu'à tel endroit, il y avait, peut-être un blocage? Peut-être que la qualification en amont, tu as dit que tu faisais de l'organique et je sais que ça Oui, peut être quelque chose de challenging, la qualification, donc le fait de qualifier si la personne est vraiment intéressée et pas simplement exactement. là parce que, c'était Alors intéressant et qu'elle aime la personne. moi aujourd'hui, j'ai mis, certains KPI en place. Déjà, comme tu viens de le dire, le questionnaire de qualification, Mmh. il est indispensable. Je n'arrive pas à comprendre les personnes qui n'ont pas de questionnaire de qualification Que faites-vous? et oui, parce que, quelque part, le questionnaire de qualification, il est simple à mettre en place. Ouais. Je l'ai même, fait mettre en place dans des univers qui n'étaient pas des univers du web, comme, des avocats, comme, je te disais tout à l'heure, des consultants en gestion Conseiller. de patrimoine. Tout simplement parce que une des premières choses que l'on doit vérifier, parce qu'on travaille pour gagner de l'argent, on travaille pour avoir un impact, pour changer la vie des gens, mais aussi, un moment, il faut aussi se dire les choses, on travaille pour gagner sa vie. Donc ça veut dire que, dans les KPI, il faut être certain que la personne que tu vas prendre en call de vente a les moyens d'être accompagnée par toi. Donc moi, dans les KPI, on va dire, de chiffres que je mets en place, c'est impérativement dans les questionnaires de qualification, j'ai des questions qui sont reliées directement à l'argent, à ta capacité, on va dire, Investissement. budgétaire à te faire accompagner. Parce que je pense que, quelque part, je lui rends pas service et je me rends pas service et ça a un impact aussi négatif. C'est parce que quand les gens me disent: «Oui, mais j'ai peur de perdre des ventes». Non, tu ne perdras pas des ventes parce que les gens qui sont, heu, on va dire déterminés à vouloir être accompagnés par toi, ces gens-là, tu ne les perdras pas. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre les gens parce que tu les as quelque part déjà perdus, s'ils n'ont pas les moyens, sauf que, quelque part, tu vas perdre ton temps C'est et ce que tu ne j'allais perds dire, pas ouais. que ton temps, parce que tu perds ton estime de toi et ta confiance en toi parce que à force d'avoir des calls où tu vends pas, tu finis par te dire: «Je suis nulle, finalement j'arrive pas à mener un entretien de vente», alors que, peut-être une des choses à l'intérieur des KPI de succès, c'est tout simplement que, en fait, tu laisses entrer tous
dans ton pipe, si je puis dire. Et Mmh. ça, quelque part, c'est déjà un des premiers points à régler dans une entreprise. Ouais, et c'est justement d'où ça vient et avec qui tu passes ton temps. Encore plus quand, c'est la fondatrice, qui prend le temps des appels. Je trouve que cette partie de qualification, elle est encore plus importante, parce que c'est ton temps à la fondatrice et pour moi, le temps, c'est la ressource la plus précieuse, quand tu es fondatrice, Complètement. quand tu es entrepreneur, quand tu es maman, encore plus. Moi, je suis pas maman, mais, quand, justement tu as des choses autour de toi qui sont très importants et sur lesquelles, ben, c'est le temps que tu leur offres en fait, hein, tu leur offres Exactement. pas l'argent. Heu, le temps que tu vas passer avec tes prospects va être hyper intéressant. J'aurais Et parlé en vas-y. tu me parlais d'un autre de KPI, il y a aussi un point. Alors ça va surprendre parce que ce que je vais dire est extrêmement simple, mais je le vois tous les jours. Des gens qui, n'ont pas des petits objectifs en plus de leurs grands objectifs. Ce que j'entends par là, Mmh. c'est, les personnes commencent, leur année en disant: «Moi, je veux atteindre les 100 K, moi, je veux atteindre les 200 K». Mais, c'est avoir un bel objectif, c'est bien, sauf que si tu ne construis pas des KPI qui sont des sous-objectifs de ton objectif final, bah, quelque part, non seulement, bah, tu sais jamais, je dis souvent, bah, si tu as pas d'objectif, c'est le meilleur moyen de pas les atteindre, hein, ça c'est évident. C'est vrai. Mais, si tu n'as pas de sous-objectif, bah, non seulement, bah, tu sais pas, comment tu pilotes ton entreprise, mais au-delà de ça, tu n'as pas la possibilité d'avoir des actions correctrices. Donc, ça veut dire que pour moi, un des premiers KPI à mettre en place, c'est d'avoir des sous-objectifs dans tous les domaines, c'est-à-dire sur sa visibilité, sur, je sais pas, moi qui suis sur l'organique, bah, j'ai un objectif lié, au nombre de personnes que je veux attirer sur les réseaux sociaux chaque année, et cetera, et cetera. Parce que sinon, quelque part, bah, on ne sait pas vraiment, sur, notre map, qu'est-ce qu'on n'a pas coché l'année, et on s'auto-flagelle sur: «J'ai pas atteint mon chiffre d'affaires», mais parce que peut-être il y a certaines choses sur lesquelles tu n'as pas regardé et mis ton focus. Ça aussi, ça fait partie des KPI, c'est-à-dire tout simplement construire des sous-objectifs pour mieux suivre ton entreprise et avoir les actions correctrices, d'une manière suffisamment rapide, en fait. Ouais et au bon moment, en fait, où tu vas te rendre compte, bah, là, je l'ai pas suivi depuis, 3 semaines, c'est bizarre. Peut-être que ce que j'ai tenté de mettre en place, ça ne répond pas à cet objectif-là. Je pense que c'est Exactement, important. J'aurais pu parler exactement. avec toi vraiment longtemps. J'adore, on a encore plein de sujets en On en pourra en bagage refaire au un cas de où. ces 4, Exactement, on j'ai refera la aucun saison 2 problème. ensemble, je pense. La dernière question du podcast que je pose à tout le monde, c'est: qu'est-ce qu'une femme empower-minded ne peut plus se permettre de tolérer? Le doute. Mmh. Le doute, c'est-à-dire quand je dis tolérer, c'est le doute sur ses capacités. Souvent, Mmh. les personnes qui rêvent trop grand, on va dire, enfin, quand je dis trop grand, pas c'est pas elles qui rêvent trop grand, mais c'est les personnes qui autour essayent de réduire son rêve, et ce qu'elles ne doivent plus tolérer, c'est, des personnes autour d'elles qui lui disent que ce n'est pas possible. Heu, Ça va peut-être paraître bateau ce que je vais dire, mais on ne se rend pas compte à quel point il y a tellement de choses qui sont possibles. Et quand on est une femme, comme tu dis, de pouvoir ou de puissance, appelons-le comme on veut, Mmh. on ne doit pas acheter les limites des autres. On ne doit pas acheter les limites des autres, et donc ne pas, on va dire, accepter, qu'on réduise notre ambition, et qu'on réduise la lumière qu'on souhaite apporter, au monde. Si moi j'avais dû être réduite, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, parce que, c'est incommensurablement monétisable de dire que, heu, plein de personnes ont essayé de réduire mes rêves, de me dire que je serais pas capable d'aller si loin, de gagner autant d'argent ou ceci ou cela, et en fait, elles ne projetaient sur moi, finalement, que leurs propres limites. Et si j'avais dû, parce que j'étais jeune à l'époque, si j'avais dû avoir un impact très fort sur moi par rapport à tout ce qui m'est dit, j'aurais jamais eu la carrière. Donc tracez votre route, et même si on est incompris, c'est vraiment pour moi la chose aujourd'hui qu'on peut plus se permettre, c'est que les autres, notre entourage réduise finalement ce qu'on a envie de transmettre. Ne plus tolérer la limite des autres, c'est très beau. Merci beaucoup Katia, c'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Pour tous ceux Avec qui nous plaisir. écoutent, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain. Merci encore infiniment Katia et à très Merci bientôt. beaucoup Margot.
Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.